BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Nous voilà de retour, deuxième partie de quoi je me mêle. Peut-être êtes-vous en train de nous regarder ou nous écouter sur BFM Business le week-end, en podcast audio, sur YouTube, sur la chaîne Tech Co. Dans l'actualité des nouvelles technologies, bien sûr, il y a aussi l'actualité spatiale et on va en parler cette semaine avec Antoine Meunier, qui nous a rejoint sur le plateau de quoi je me mêle. Salut Antoine. Salut François. Ravi de te retrouver. C'est un plaisir partagé. Pour cette rentrée, Antoine Meunier qui est un journaliste expert dans ce domaine, rédacteur en chef de la Chronique spatiale, mais aussi auteur de ce bouquin qui vient de sortir, Le vol habité européen, parce que on parle de souveraineté dans énormément de domaines, mais voilà, il faut aussi une souveraineté spatiale. Tu nous expliques tout ça, Le vol habité européen, le long chemin, paru aux éditions L'Harmattan. Tu nous racontes un petit peu l'histoire de l'épopée spatiale européenne et puis surtout où on va, non ? C'est ça ? En gros, c'est une photographie des 40 dernières années dans le domaine du vol habité à l'échelle, au niveau européen. C'est-à-dire quand on parle du vol habité, on parle de deux choses. On parle d'une part du moyen de transport pour rejoindre la destination et d'autre part, on parle aussi de la destination, à savoir les modules pressurisés qui pourront être installés soit sur l'orbite de la Terre, soit sur la Lune, et puis à plus longue échéance, c'est Mars. Dans ce domaine, l'expertise européenne, elle est très forte. Je parle des modules donc, puisque si on prend les modules de la station spatiale, la majorité des modules de l'ISS, ils sont fabriqués en Italie, chez Thales Alenia Space. Aujourd'hui, ce qui manque en Europe, c'est un moyen de transport. C'est le lanceur. C'est le lanceur. Non, c'est pas le lanceur, c'est le moyen de transport pour acheminer les astronautes. C'est ce qui nous manque. La petite navette spatiale, quoi, en quelque sorte. C'est pas la petite navette. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, effectivement. pour qu'on comprenne. Pour faire simple, effectivement, c'est la petite navette spatiale ou la capsule, la capsule spatiale. Voilà. Donc voilà, le vol habité européen dans toutes les bonnes librairies. Antoine, on va jeter un œil sur l'actualité, alors qui est bouillante en ce moment. Oui, actualité spatiale très très chargée. Entre Artemis, le salon IAC qui s'est déroulé porte de Versailles il n'y a pas si longtemps que ça, et DART. Alors là, c'est très très chaud puisque c'était en tout début de semaine, je crois. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Lundi à mardi. Voilà. La NASA a rejoué Deep Impact, en gros, pour faire simple. C'est la réalité qui rejoint la fiction, là. Cette histoire-là. Oui, on peut dire ça, comme ça, effectivement. Armageddon. L'idée, c'est avant tout de voir s'il est possible de dévier un astéroïde de sa trajectoire. Alors là, c'est vraiment de la science-fiction, enfin plus tellement, puisque là, c'est de la réalité. On l'a fait. Est-ce qu'on peut dévier un astéroïde de sa trajectoire pour éviter qu'il ne s'écrase sur Terre ? C'était le but de cette mission DART. L'engin n'est pas très gros, il fait à peu près 600-700 kilos, mais s'il peut dévier de quelques centimètres... 600-700 kilos à quelle vitesse ? 22 000 km/h, je crois, non ? 6 km par seconde, c'est grosso modo, c'est à peu près ça. Donc ça fait quand même... Ça va très vite. C'est pas mal. Ça va très très vite. Une fois que ça percute, il y a eu des photos qui ont des images. C'est une petite pitchnette, quoi. C'est une petite pitchnette, mais ça peut suffire à dévier la trajectoire de l'astéroïde. Alors, on ne va pas le savoir tout de suite. On le saura quand, tiens, ça ? On le saura dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais pas avant. Parce il faut recalculer la trajectoire. Il faut le temps surtout que les données du petit CubeSat, du tout petit satellite qui a pris les photos qu'on voit d'ailleurs sur le site de l'agence spatiale italienne. Il faut que ces photos soient transmises, il faut que les calculs soient transmis, et le débit est très très faible. Parce qu'on est à 11 millions de kilomètres là, non ? On est à 11 millions de kilomètres de la Terre, et surtout on peut recevoir qu'une seule photo à la fois. Donc là, ça prend du temps. Voilà, passionnant, parce que ça veut dire que moi, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire-là, c'est que la NASA prend très au sérieux, malgré tout, la possibilité que dans 10, 100, 1000 ans, 10 000 ans, il y ait un astéroïde qui percute la Terre. Et donc, ils essaient de trouver une solution pour éviter une catastrophe. François, tu sais pourquoi est-ce que les dinosaures sont morts ? Alors, oui, mais tu sais que c'est assez... Je vais te répondre, parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Non, en fait, c'est pas moi qui le dis, ça c'est un écrivain de science-fiction qui s'appelle Larry Niven, et comme quoi il n'avait pas Mais il y a une polémique là-dessus, parce que certains scientifiques disent que c'est pas à cause de l'impact d'un astéroïde que les dinosaures ont disparu. C'est l'hypothèse quand même la plus communément admise, à savoir qu'un astéroïde a percuté la Terre il y a 65 millions d'années,
et que ça aurait entraîné D'accord. l'extinction des dinosaures. Alors, l'idée principale pour donner une sécurité à la Terre, ça serait justement de dévier l'astéroïde de sa trajectoire, parce qu'une mission façon Bruce Willis, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut un préavis qui soit très long, relativement long, et si on envisageait un tir de missiles nucléaires à la surface de l'astéroïde, ça aurait un effet totalement négligeable. L'impact cinétique, c'est ce que la NASA a fait il y a 3 jours maintenant. C'est vraiment, on pense que c'est la technique la plus prometteuse. Après, il faudra vérifier si oui ou non ça a fonctionné. Il y a une mission européenne qui doit partir dans 2 ans, qui s'appelle Hera, qui va inspecter les abords du cratère qui a été provoqué par DART. Voilà, inspecter donc le trou qui a été fait par le... Oui, tout à fait, c'est ça. On va le faire, mais pas avant 2024. Et je vous invite d'ailleurs à ce sujet, si ce sujet vous intéresse, à retrouver Tech & Co. C'était mardi dernier. Avec Sylvain Laudieu, qui est le chef de l'unité des opérations des missions Hera, qui était mon invité, avec Jean-Baptiste Huette, qui est un journaliste passionnant qui travaille à BFM Business, qui s'occupe de l'espace, à retrouver donc mardi soir dans Tech & Co, mardi 27. Dans l'actualité aussi, Antoine, c'est ce salon IAC. Tout à fait. Alors, qui n'est pas connu du grand public, parce que, l'espace, c'est un sujet, on va dire, très sérieux et qui intéresse beaucoup de professionnels, mais qui est malgré tout très intéressant. Il sert à quoi ce salon IAC qui s'est déroulé porte de Versailles il y a quelques jours? Alors, l'IAC, c'est un salon, c'est l'International Astronautical Congress. C'est un salon qui existe depuis 1950. En 1950, l'espace, c'était de la science-fiction pour tout le monde. Aujourd'hui, l'espace, c'est un business comme un autre, avec des projets extrêmement ambitieux, d'autres qui sont également extrêmement, peut-être plus accessibles. C'est la grand-messe du spatial mondial. L'an dernier, c'était à Dubaï. Cette année, Cocorico, c'était à Paris. C'est la 4e fois que l'IAC revient à Paris. Les institutions, les industriels se retrouvent pour évoquer les grandes orientations programmatiques d'une part, mais c'est aussi l'occasion de signer des contrats. Salon international. Salon international. Donc toute la filière était présente. Sauf la Russie. Sauf la Russie. Qui était bannie, vraiment ? Alors, il n'y avait aucune représentation officielle de la Russie, mais si des chercheurs voulaient venir à titre privé, bien évidemment, ils étaient tout à fait bienvenus. Alors, on peut reprocher plein de choses à la Russie, mais il faut reconnaître qu'en termes de recherche spatiale, de conquête spatiale... Ce sont, avec les États-Unis, la Russie, c'est les 2 premières puissances spatiales de l'histoire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations entre la Russie et les États-Unis. Malheureusement, aujourd'hui, toutes les collaborations sont gelées. À l'exception de l'ISS, elles sont malheureusement terminées, mais peut-être que d'ici quelques années, tout le monde espère que la Russie puisse revenir. L'IAC, on parlait beaucoup de tourisme spatial, par exemple. Alors, on a évoqué le tourisme spatial. Il y a une petite entreprise qui a une idée assez ambitieuse, assez innovatrice, Stratoflight, dont on voit la photo à l'instant. Si vous êtes avec nous à la télé, Voilà, c'est une petite nacelle qui va monter à 35 000 mètres d'altitude à l'aide d'un ballon gonflé au gaz décarboné. Donc déjà du tourisme vert. Ça, c'est plutôt une bonne... Comme un ballon dirigeable, en fait. C'est comme un ballon dirigeable. Ou un montgolfière. Mais il y a une petite nouveauté. C'est qu'arrivé à 35 000 mètres, tu peux vivre une expérience astronaute. Tu sors sur la passerelle de la nacelle. On la voit pas très bien, malheureusement. Mais tu es vêtu d'un scaphandre et tu peux profiter d'une vue de la rotondité terrestre. Parce que tu es à 35 km d'altitude. À 35 km. Bon. Imaginez, vous êtes à 35 km d'altitude de la planète. Qu'est-ce qu'on voit à 35 km ? La courbure terrestre, l'horizon sur plusieurs centaines de kilomètres, le silence aussi, parce que à 35 000 mètres... Tu es dans l'espace quand même, à 35 km ou pas ? Tu es encore dans l'atmosphère terrestre. La limite de l'atmosphère terrestre, c'est 100 km d'altitude. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Au-delà de 100 km, on estime que les molécules d'air ne sont plus suffisantes pour imposer une résistance aérodynamique. Donc du coup, au-delà de 100 km, on considère qu'on est dans le domaine spatial. D'accord. Mais à 35, là, tu es encore dans le domaine aérien. Donc,
Alors que c'est beaucoup plus haut que, on va dire, la vitesse, l'altitude de croisière des vols, par exemple. C'est beaucoup plus haut. Les avions sont à 10 km, C'est en fait. grosso modo, oui, c'est à peu près ça. Donc là, on est à 35 km. On est à 35 000 mètres. Là, il n'y a pas d'air. Il y a pas d'air. Tu as besoin d'un scaphandre. D'accord. Donc tu es dans une espèce de tu es dans une nacelle, une cabine, et il y a une partie ouverte où tu pourras sortir. Un petit balcon où tu pourras profiter de la vue à 35. C'est une expérience astronaute. Mais sans apesanteur. Incroyable. Peut-être, et ça sera peut-être le cas vers 2025-2026. Et c'est une boîte française qui développe cette chose. Une toute petite start-up qui était présente d'ailleurs sur le stand du CNES. Et ils veulent développer ce type de tourisme spatial entre guillemets, mais avec une forte connotation verte, si je puis dire, parce que l'idée c'est de faire grimper la nacelle avec du... Et comment tu réatterris là? Parce qu'au bout d'un moment, il faut que tu redescendes. Alors, tu réatterris, bien sûr, la nacelle est équipée d'ailerons, donc il y a un déport latéral qui peut se faire, mais tu vas te poser sous un parafoil, ce qui permet de faire un atterrissage de précision. C'est une grande voile parachute, si tu préfères. D'accord. Donc en fait, on oublie le ballon. On utilise le ballon pour monter, mais on redescend. On redescend avec une grande voile. On descend ensuite avec une grande voile qui va s'ouvrir, je crois, à quelques milliers de mètres d'altitude et qui permettra un atterrissage de précision. C'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt. C'est du concept encore. Mais d'ici 2025 ou 2026, pourquoi pas? C'est intéressant, hein? Oui. On verra bien. Il faut voir après le prix du billet là-dedans. C'est quelques centaines de milliers d'euros. Quand même. Oui. C'est ça. À peu près, je crois, 180 000 euros. Je te cite ça de mémoire. Qu'est-ce que tu as noté aussi, on va dire, d'impressionnant? Qu'est-ce qui t'a marqué lors de ce salon IAC? Et après, on parlera d'Artemis, bien sûr. Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'annonce d'Ariane Group, qui a gardé le secret maintenant depuis près de 3 ans et qui a dévoilé un concept de véhicule spatial habité capable de transporter à peu près 5 personnes et en gros 7 tonnes de fret. Alors, je précise tout de suite, c'est pas parce qu'Ariane Group dévoile un concept de vol habité qu'on va faire du vol habité en Europe. Il y a plusieurs étapes à franchir. Déjà, Ariane Group... là, c'est le point de départ, en fait, d'un projet. C'est le point de départ d'un projet, mais surtout, Ariane Group se positionne sur ce créneau du vol habité. Ils l'ont annoncé déjà dès le début de cette année, mais ils n'avaient pas dévoilé encore leur projet. Leur projet, donc, s'appelle SUSI, Smart Upper Stage for Innovative Exploration, étage supérieur intelligent pour exploration innovante. Et ils se positionnent pour le vol habité, c'est-à-dire que s'il y a un engagement politique derrière, ils peuvent dire, bien écoutez, nous sommes prêts pour faire un véhicule habité. On peut le faire avec des éléments déjà existants. L'élément déjà existant, c'est Ariane 6, que tout le monde attend maintenant, en principe, d'ici à partir de la fin du mois de juin, pour le vol inaugural. Voilà Ariane 6 d'ailleurs. C'est un beau bébé. Hein. C'est un beau bébé. Alors, elle n'est pas à l'échelle... Non. La vraie fera à peu près 60 mètres de haut. Ouais. Mais l'idée, on remplace l'étage supérieur et on pose SUSI au sommet. C'est très innovant. C'est très innovant parce que ça fait appel à toutes les technologies qui ont été testées depuis à peu près une trentaine d'années. Ça n'est pas un avion, ça n'est pas une capsule, c'est un peu un mix de tout ça. C'est ce qu'on appelle un corps portant. Voilà SUSI. Alors SUSI, c'est un corps portant, c'est-à-dire que l'engin va rentrer dans l'atmosphère terrestre, il va se freiner exactement comme le fait tout engin spatial qui fait une rentrée atmosphérique, mais surtout, il va se poser à la verticale, exactement comme le ferait le Starship d'Elon Musk. Donc il se pose à la verticale en fait. Il va se poser à la verticale. Et là on le voit sur la vidéo, alors pas ici, mais à l'arrière il y a des longerons, des espèces de longerons noirs qui vont permettre d'assurer la direction de l'engin. Voilà, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, ça ressemble à
au bout d'une fusée, en quelque sorte. C'est au bout d'une fusée. C'est un véhicule de science-fiction, quelque part. C'est dingue. Mais c'est assez, c'est très innovant. On passe à une étape supérieure. Là, et c'est bien parce que la France, enfin, en tout cas, voilà, il y a une espèce de reprise en main de cette partie-là. Il y a une reprise en main, mais là, vraiment, j'insiste bien. Pour le moment, il n'y a pas de volonté politique. Non, si on franchit une étape, c'est-à-dire qu'on décidera de lancer une étude de faisabilité pour voir si c'est possible. Dans un an, à ce moment-là, on pourrait décider si l'étude de faisabilité est lancée lors de la conférence ministérielle. Après, d'ici un an, on pourrait dire, OK, on peut passer à l'étape supérieure et on va dépenser quelques dizaines de millions supplémentaires. S'il y a une vraie décision importante, ça ne sera pas avant 2025. Voilà. Mais bon. En tout cas, voilà, c'est l'émergence, la naissance d'un projet passionnant. Dans l'actualité spatiale aussi, c'est Artemis, bien sûr. Difficile de passer à côté de j'allais dire, de ces rebondissements malheureux concernant Artemis. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est un échec, parce que pour l'instant, rien n'a été lancé, mais c'est vrai que les débuts sont un peu compliqués. Voilà. Entre les problèmes techniques du départ, les problèmes météo, Artemis, rappelons-le, c'est la reconquête de la Lune. Tout à fait. On est d'accord. Par les Américains. Par les Américains et les Européens. Et les Européens aussi, bien sûr, puisque la France est présente aussi à pas mal d'endroits. On en est où donc d'Artemis ? Le SLS, la grande fusée qui est un petit peu la descendante de Saturne V. La voilà, je l'ai apportée ici en petit. C'est une grande fusée, près de 100 mètres de haut, 98 mètres précisément. On a été obligé de la ramener au hangar, le VAB, le bâtiment d'assemblage des véhicules, pour la protéger parce qu'en ce moment il y a un ouragan sur la Floride. Il y a eu les problèmes techniques. Fin août, début septembre. On a donc dû essayer de réparer un petit peu tout ça. Maintenant, le lancement n'est pas attendu avant le mois de novembre parce qu'il faut remettre la fusée en état. Il faut vérifier que tout va bien parce qu'elle parcourt quand même entre le bâtiment et le pas de tir à peu près 6-7 km installé sur un immense chariot et tout ça fait à peu près 3000 tonnes. Donc ça stresse la fusée, il y a des contraintes qui sont exercées sur la fusée, il faut vérifier que tout ça va bien et puis ensuite la ramener sur le pas de tir. Mais ça ne sera pas avant, a priori, pas avant la mi-novembre. D'accord. Donc là, elle re-rentre dans sa petite maison. Elle re-rentre dans sa petite maison. Ils vont tout vérifier, les boulons, etc., voir si tout va bien. Voilà. Et dès que le temps sera plus clément... En tout cas, probablement avant la fin de l'année. Oui, tout va bien. Oui, a priori avant la fin de l'année, mais pas avant la fin novembre. D'accord. Voilà. Bon. Et rappelons, la mission Artemis. Artemis 1. C'est tout simplement... C'est la première étape d'une longue saga. C'est la première étape d'une toute une série de missions en direction de la Lune. Dont la finalité est que l'homme se repose sur la Lune, on est d'accord. Ça, c'est pas avant 2025. Bien sûr. Alors, Artemis 2025, c'est bientôt. Enfin, ça va vite arriver. Oui, mais il faudra d'abord envoyer un véhicule autour de la Lune, Orion, que tu vois ici. Alors, Orion, en fait, il a un module de propulsion. Là, ça n'est que la capsule habitable avec l'équipage. On va, avec cette mission Artemis 1, on va essayer de vérifier que tout va bien sur le vaisseau. D'accord. Il y a des mannequins à l'intérieur. Il n'y a pas de présence humaine, bien sûr. Non, pas dans l'immédiat. Il y aura 2 mannequins qui vont avec des capteurs, bardés de capteurs pour essayer de vérifier les taux de radiation que les astronautes pourraient encaisser. Il y a également un mannequin avec un scaphandre. On va vérifier que ce scaphandre est parfaitement safe pour étanche, etc. Il fonctionne bien pour les astronautes. Et cette mission, elle durera à peu près entre 30 et 40 jours. Mais l'idée, c'est de pousser le vaisseau au maximum pour voir jusqu'où on peut le faire tenir. Et l'inconnu ensuite, enfin l'étape importante, ça sera la rentrée atmosphérique. Pourquoi ? Parce qu'on va tester le bouclier thermique. Le bouclier thermique, c'est cette partie qui est ici et qui doit absolument protéger l'équipage lors de... Donc ça, c'est dans Artemis 1 Artemis 1. Avec les fameux mannequins. Avec les mannequins.
Et fin 2024, normalement, en 2024, Artemis 2, là on fera le tour de la Lune avec un équipage de 4 personnes. Là, des vrais humains. Oui, mais on va refaire Apollo 8. D'accord. Apollo 8, oui, c'était bien sûr. la première mission lunaire habitée. On va refaire ça. On pourrait se poser la question, mais bon, pourquoi est-ce qu'on en passe par cette case de validation ? Parce que c'est un vaisseau qui est tout neuf, tout bien simplement. Sûr, ouais. C'est un vaisseau qui est tout neuf, on doit le tester au même titre qu'on va tester un avion, qu'on va tester une voiture. Mais ce qu'il y a de fascinant, je trouve, c'est que finalement, il y a plus de 50 ans, l'homme posait pour la première fois le pied sur la Lune, et on recommence avec autant de précautions. Finalement, tout ce qu'on avait mis en place il y a plus de 50 ans. Mais c'est normal. Non, mais bien sûr. Mais c'est normal. Le progrès technologique n'empêche pas de réduire les étapes. En fait. François, c'est ce que je dis. C'est un vaisseau qui est tout neuf. Ouais. C'est un vaisseau qui est tout neuf. On est obligé de le tester pour vérifier que tout est parfaitement nominal. Bien sûr. Et puis surtout, l'idée, c'est pas de refaire ce qu'on a fait il y a 50 ans. C'est de poursuivre ce qu'on a entrepris il y a une cinquantaine d'années et d'essayer de faire émerger une économie lunaire, peut-être d'ici la fin de la décennie. Voilà, donc l'homme sur la Lune, ça sera sans doute en 2025 si tout va bien, s'il n'y a pas de retard. 2025, 2026. 2026. Est-ce que c'est déjà aussi les prémices de l'après, du plus loin, de Mars ? Est-ce que, mine de rien... on teste des choses qui pourraient après être déployées pour un éventuel projet martien. Alors, en tout cas, c'est comme ça que la NASA Parce qu'il y a Elon Musk dans l'histoire. Il y a Elon Musk qui est dans l'histoire. Déjà, pour aller vers la Lune, on a besoin d'un vaisseau pour aller jusqu'à la Lune et pour se poser à la surface de la Lune. Elon Musk SpaceX est un des prestataires pour fournir ce véhicule d'alunissage, d'atterrissage lunaire. Donc, pour l'instant, le véhicule n'est pas encore prêt, ça va prendre encore du temps. Pour ce qui est de Mars, je te dirais qu'il faut peut-être d'abord gravir le Mont Blanc. Avant de partir sur l'Everest. Avant de partir sur l'Everest, oui. Ouais. Mais ça, peut-être en 2035, 2040. 2040, allez, on va être optimiste. 2040. Voilà. Oh, allez, c'est dans quoi 15 ans 18 ans, oui. Ouais, 18 ans. 18 ans, on a encore le temps. On aura l'occasion d'en parler, bien évidemment. Bien, ouais. Merci beaucoup. Merci Antoine. Antoine Meunier, donc rédacteur en chef de la Chronique Spatiale, le site web qui vous attend. Et puis, donc, cet ouvrage disponible depuis peu, Le vol habité européen, paru aux éditions L'Harmattan. Merci Antoine. Merci à toi. Ce de quoi je me mêle est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Profitez bien de ce week-end. Merci de nous suivre. On sera de rendez-vous, bien sûr, dès la semaine prochaine. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.